Dans notre contribution d'aujourd'hui, nous tenterons de mettre en lumière l'importance des soins primaires dans le système de santé qui doit être réaffirmé dans une nouvelle stratégie nationale de santé. Le plan de ma communication consistera à définir les soins primaires et leur importance, puis à examiner les forces, les faiblesses et les caractéristiques du système de santé algérien pour ensuite explorer les perspectives et enfin conclure en posant quelques recommandations. Un système de santé donc est un ensemble structuré de ressources, d'institutions et de personnes qui est destiné donc à fournir des soins à la population. Il s'articule autour d'une répartition des services et d'une stratégie collective visant à garantir le bien-être social et l'accès aux soins pour tous. Les soins primaires, appelés aussi soins de première ligne, désignent les services de santé de base accessibles à tous les individus. L'approche holistique dans les soins primaires est une approche qui considère l'individu dans sa globalité en prenant en compte des dimensions physiques, mentales, émotionnelles et sociales de sa santé. La déclaration d'Alma-Ata en 1978, renforcée par celle d'Astana en 2018, souligne l'importance des soins primaires et ils représentent la première ligne de défense contre la maladie. Ils garantissent des soins de base et la prévention à proximité des citoyens, permettant ainsi aux hôpitaux de se concentrer sur les traitements spécialisés. Les soins primaires nécessitent une coordination entre les intervenants pour offrir des soins de qualité à moindre coût pour les patients et pour l'État aussi. Plusieurs études ont conclu qu'un système de santé basé sur le principe d'échelonnement de soins se trouve directement lié à une meilleure qualité de soins, à moindre coût et favorisant l'équité et l'efficacité des services de santé, ainsi qu'un usage plus modéré des médicaments et un taux inférieur d'hospitalisation. Selon l'OMS, 80% des demandes en soins peuvent être résolues dans 80% de cas au niveau des soins primaires. Ces études qui ont mis en évidence l'importance des soins primaires ont prouvé que les patients qui consultent les médecins de première ligne économisent 33% sur le coût de soins par rapport à ceux qui ont recours en deuxième ligne. Les patients qui ont des médecins de famille ont 19% moins de risque de mortalité prématurée, c'est-à-dire survenant avant l'âge moyen d'espérance de vie, que ceux qui s'orientent directement vers le deuxième palier de soins. Une étude norvégienne basée sur 4,5 millions de personnes en 2018 a montré que les patients qui connaissent leur généraliste depuis plus de 15 ans ont 28% moins d'hospitalisation et 30% de moins des soins d'urgence. Le système de santé algérien dispose de ressources humaines et matérielles adéquates. Grâce à l'universalité et la gratuité des soins pour tous, une bonne couverture géographique des infrastructures, un réseau hospitalier avec un nombre suffisant de lits, un personnel médical et paramédical en nombre suffisant. Des programmes de prévention ayant amélioré les indicateurs de santé, comme l'éradication de la poliomyélite en 2016 et du paludisme en 2019. Cependant, ces points positifs ne doivent pas masquer les différentes contraintes et insuffisances que connaît notre système de santé. Quelques chiffres. En 2015, le ministère de la Santé a recensé plus de 80 000 praticiens, dont 38 000 généralistes. En 2023, le nombre de médecins est estimé à 95 000, dont 57% des généralistes. Une constatation, dans les années 80, plus de 70% des médecins libéraux étaient des généralistes. Mais cette tendance s'est inversée, surtout dans les grandes villes depuis 2010. Concernant les infrastructures, notre pays est assez bien pourvu. En 2015 déjà, on comptait 358 centres hospitaliers, 273 établissements publics de santé de proximité. Et dans le secteur libéral, on comptait 450 cliniques, tous types confondus, plus de 14 000 cabinets de praticiens spécialistes et près de 10 000 cabinets de médecins généralistes. En 2024,
je pense que le nombre de cabinets de spécialistes a doublé, tandis que celui des médecins généralistes est resté stable, pour ne pas dire carrément, il a régressé. Quant à la répartition des personnels de santé, comme vous le voyez sur la diapo, plus de 90% des médecins sont concentrés en nord et dans les hauts plateaux. Pour équilibrer l'offre de soins, il est nécessaire de revoir l'attractivité des carrières et de mettre en place des mesures incitatives pour une répartition plus équitable. Malgré ces atouts en ressources humaines et matérielles, notre système de santé fait face à plusieurs contraintes. Une répartition inégale des ressources humaines et matérielles, des conditions d'exercice difficiles, des valorisations de la médecine générale qui est devenue peu attrayante. Près de 80% des médecins libéraux ont plus de 50 ans d'âge, ce qui menace la pérennité de la médecine générale libérale. Une surcharge des établissements spécialisés, un nomadisme médical et une hausse des dépenses en raison de l'absence de réglementation sur la hiérarchisation des soins. Les relations entre professionnels de santé sont souvent irrégulières. Il y a eu aussi une migration importante des spécialistes vers le secteur privé et une fuite de talents. Plus de 20 000 médecins, je pense, algériens exercent en France actuellement, sans compter ceux qui exercent au Moyen-Orient, en Allemagne, etc. Ajoutez à cela la transition sanitaire qu'a connue notre pays depuis une vingtaine d'années, qui est marquée par la réduction des maladies transmissibles et l'apparition de nouvelles maladies telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, entre autres. Ces pathologies émergentes, associées à une croissance démographique et au vieillissement de la population, nécessitent l'adoption d'une nouvelle approche stratégique où le médecin généraliste doit jouer un rôle central dans la sensibilisation, la prévention, le dépistage et la gestion de ces nouvelles pathologies. Les caractéristiques du système de santé en Algérie, donc, il est organisé en deux systèmes distincts, le secteur public et le secteur libéral. Chacun de ces secteurs présente des particularités et des défis propres en ce qui concerne l'accès aux soins primaires et la structuration des soins. Dans le secteur public, le parcours est assez bien encadré. Pour accéder à des soins spécialisés, les patients doivent présenter une lettre d'orientation de leur médecin généraliste. Cette exigence, bien que principalement instaurée par les médecins spécialistes eux-mêmes pour alléger leur charge de travail, vise à optimiser les ressources et améliorer la coordination entre les intervenants. Cependant, avant la loi sanitaire 2018, il n'est fait aucune mention de texte relatif à la hiérarchisation des soins et aux relations entre les différents intervenants. Dans le secteur libéral, les patients peuvent consulter directement des spécialistes sans passer par un médecin généraliste, faute d'obligation légale. Cette liberté pousse de nombreux patients à contourner la médecine générale, créant des effets négatifs comme une augmentation des coûts de soins, une polymédication, ainsi qu'un vieillissement des généralistes qui sont perçus comme moins attractifs par rapport aux médecins spécialistes. Maintenant, quelles sont les perspectives ? L'État algérien a adopté de nouvelles dispositions et perspectives afin de renforcer le système national de santé. Parmi celles-ci, la loi de santé 1811 du 2 juillet 2018, les assises nationales de la santé de janvier 2022 initiées par le président de la République et la réforme de l'enseignement des études médicales avec introduction de la spécialisation de la médecine générale. L'article 22 de la loi stipule que tout patient doit consulter un médecin référent avant d'accéder aux services spécialisés, sauf en cas d'urgence ou d'accès direct. Le médecin référent est le généraliste traitant au sein de la structure de santé la plus proche. Malheureusement, 6 ans plus tard, 6 ans après, les textes d'application ne sont toujours pas entrés en vigueur. Les assises nationales de la santé tenues en janvier 2022 en Algérie ont rassemblé les acteurs clés pour diagnostiquer les problèmes du système de santé et proposer des solutions. Les recommandations issues de ces assises serviront en principe de base pour renforcer les soins primaires, notamment en matière de politique de santé, d'organisation des services et de gestion des ressources humaines. Là aussi, 3 ans plus tard, les résultats tardent à se manifester.
Autre perspective, donc, la dernière, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé en 2015 un projet de révision de la formation en sciences médicales pour améliorer la préparation des futurs médecins, notamment en introduisant la spécialité de médecine générale. Cette révision couvre les 3 cycles de formation. Les 2 premiers cycles ont été initiés et nous sommes actuellement à la phase critique de la réforme du 3e cycle, c'est le RISDANA, où les étudiants pourront choisir entre la médecine générale, on peut l'appeler médecine de famille, on peut l'appeler médecine communautaire, et d'autres spécialités plus traditionnelles. Dans cette perspective, une commission nationale chargée d'élaborer un programme d'enseignement pour un nouveau diplôme de spécialiste en médecine générale a été mis en place le 28 avril 2024 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Là encore, 9 ans plus tard, la réforme de l'enseignement n'est toujours pas achevée et la spécialisation de la médecine générale n'a toujours pas été mise en œuvre. De plus, il est important d'institutionnaliser la formation médicale continue en la rendant obligatoire et en lui conférant un caractère diplômant, ce qui correspond au développement professionnel continu. Cela permettrait aux médecins généralistes d'actualiser régulièrement leurs connaissances et compétences, garantissant ainsi une pratique de qualité et une meilleure prise en charge des patients. À ce jour, la formation médicale continue n'est pas rendue obligatoire, ne confère pas de diplôme et n'est pas encore structurée par les autorités compétentes. Une autre approche concerne la formatisation du système de santé, le professeur Bouamra en a parlé tout à l'heure, l'implémentation du dossier électronique du patient et la numérisation des services de santé faciliteront la gestion des dossiers médicaux, amélioreront la coordination des soins entre les différents professionnels de santé et permettront la collecte des données pour évaluer l'efficacité du système. Ce processus est actuellement en cours. Donc, en conclusion, les différentes perspectives énumérées qui visent à améliorer le système de santé algérien et à garantir des soins de qualité accessibles à tous requièrent un engagement constant des autorités sanitaires, une collaboration entre les acteurs du système de santé et dépendent d'une gouvernance efficace et d'une volonté politique pour aboutir à des initiatives tangibles et à des résultats concrets sur le terrain. Je terminerai par quelques messages. Pour rendre notre système de santé plus efficient, il faut promouvoir la première ligne comme priorité du système de santé, impliquer les médecins de première ligne dans la conception, la planification et la gestion de leur système de santé, impliquer les caisses de sécurité sociale dans la hiérarchisation des soins, améliorer la coordination des soins en développant des mécanismes pour renforcer la communication et la collaboration entre les différents intervenants, les niveaux de soins. Organiser des programmes de formation continue pour les professionnels de santé afin d'actualiser leurs compétences et connaissances. Élaborer des guides de bonnes pratiques pour certaines pathologies. Mettre en place des outils numériques pour la gestion des dossiers médicaux. Améliorer la gouvernance participative de la santé avec une bonne gestion des ressources financières et humaines. Et enfin, il faut mettre en place des campagnes de sensibilisation sur la santé préventive pour encourager des comportements sains et réduire les maladies. Et je vous remercie pour votre attention.